Coucou, nous sommes aujourd'hui dimanche et j'introduis ce vlog parce que comme vous l'avez probablement vu, la semaine dernière j'ai pas fait un vrai vlog, en tout cas pas un vlog hebdomadaire, c'était un vlog sur une lecture, ce qui était plutôt intéressant je pense et sympa, ça change un peu, d'autant que c'était dans un cadre un peu précis donc c'est voilà, c'est toujours sympa. Le problème c'est que j'ai lu beaucoup de livres du coup la semaine dernière et aussi la semaine d'avant dont je devais vous parler, que je l'ai pas fait et que là cette semaine je sais pas si je vais pouvoir vous parler de tout. Parce qu'entre ceux que j'ai en retard et ceux que je compte lire cette semaine, ça va être un peu chaud. Donc ce que je fais, c'est que là, je vous parle des 2 livres que j'ai lus il y a une semaine et dont normalement j'aurais déjà dû vous parler, mais j'avais perdu les fichiers. Donc je vous parle de l'été où tout a fondu et je vous parle du livre de la nuit. Et puis ensuite je verrai de quel livre je vous parle, de ce que je suis en train de lire, de ce que j'ai lu, etc. De toute façon, là, je suis en train de lire ces deux-là pour le défi lecture avec Pénélope, qui sera déjà sorti au moment où cette vidéo sortira, donc j'en reparlerai pas. Mais j'ai quand même pas mal de trucs à vous présenter, donc on y va, c'est parti. Donc la semaine dernière, oui, bah il y a une semaine quoi. Je vous avais dit que j'avais lu L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, que j'avais beaucoup aimé. Je vais vous en parler assez rapidement, je vais essayer de pas trop traîner pour pas que le vlog dure 1 h 30, mais je vais quand même vous faire un point parce que ça me semble assez intéressant. Donc dans L'été où tout a fondu, je vous ai déjà fait le résumé mais je le refais quand même, on est sur l'histoire d'un personnage qui est procureur, qui s'appelle Autopsy Bliss, qui dans le cadre de son travail voit beaucoup de choses bien et mal, surtout mal il faut le dire, et qui un jour, à force de douter du bien et du mal suite à une affaire difficile à laquelle il a été confronté, il propose au diable de venir visiter la ville dans laquelle ils vivent, et il poste ça dans le journal local. Et le lendemain, devant le tribunal, son fils, Fielding, retrouve un petit garçon noir qui erre tout seul dans une salopette hyper abîmée, qui a l'air un peu bizarre comme ça, il va le voir, et le petit garçon se présente comme étant le diable et répondant à l'invitation de son père. Voilà, donc ça c'est le pitch vraiment de base, sans rien ajouter. Suite à l'arrivée du petit, plein de choses vont être provoquées, plein de choses vont se déclencher, notamment une très très grosse canicule qui va être extrêmement difficile à vivre, comme vous pouvez l'imaginer. Elle va durer, je crois, 4 mois, donc au fur et à mesure que les jours passent et que la fraîcheur ne revient pas et qu'il ne pleut pas, les gens commencent tous un peu à péter un câble, ce qui est un thème assez récurrent en littérature, hein, la chaleur qui exacerbe les mauvais côtés, qui exacerbent beaucoup de choses négatives. Et c'était vraiment une lecture à la fois extrêmement belle en termes d'émotions, extrêmement difficile et douloureuse en termes de sujets traités, et extrêmement bien écrit. Parce que je pense que l'autrice a un talent très certain pour l'écriture et qu'elle a une capacité dans la façon dont elle présente les choses, dans la structure, dans les mots choisis, de vous faire passer tout un tas d'émotions assez importante. La première chose que j'ai trouvée intéressante, c'est le choix du narrateur, puisque dans le livre, le narrateur, c'est Fielding, donc le petit garçon, qui en 84 est un petit garçon, il a 13 ans, qui, dans un premier temps, va être un petit peu seul à parler, qui du coup va porter un regard d'enfant sur tout ce qui l'entoure et sur toutes les choses qu'il voit, et même les choses très négatives comme les réactions racistes quand le petit garçon noir arrive. Il y a vraiment une innocence qui passe par ce regard d'enfant, qui fait qu'il voit que ça va pas, que c'est pas cohérent, que c'est pas bien, mais qu'il ne peut pas l'expliquer. Et c'est vraiment un choix qui est assez déroutant et en même temps qui est intéressant. Il est d'autant plus intéressant qu'il va évoluer, puisque plus ça va aller et plus le Fielding adulte, donc du présent, va intervenir dans l'histoire et va commenter des choses qui se sont passées et va apporter son interprétation d'adulte sur ce qui s'est passé quand il était enfant, et surtout va dire au lecteur à quel point il a été marqué et traumatisé par cette période de sa vie, à quel point les événements l'ont marqué pour toute sa vie et ont été décisifs dans tous ses choix futurs. Donc en fait on va avoir plusieurs temporalités, on va avoir celle de 84 qui est la base de toute la suite en fait, de tout ce qui va découler pour lui. On va avoir son lui du présent qui est un vieux monsieur de 80 ans je crois, qui vit seul dans une caravane, etc. Et on va voir ensuite de manière ponctuelle tout un tas d'événements qui lui sont arrivés entre ses, je pense, 16-18 et jusqu'à ses 80 ans. Plein de choix qu'il a fait, plein de choses qui lui sont arrivées et qui sont mis au regard de ce qui s'est passé en 84, qui sont, voilà, tout ça est très bien fait,
En fait, il n'y a pas de moment où on se dit pourquoi c'est là et on s'en fout. Parce que tout est tellement bien interconnecté et surtout c'est tellement amené de manière progressive qu'on comprend à quel point ça a été dramatique, alors même que pendant un long moment dans le livre, on voit rien de grave. J'allais dire si, on voit le racisme, on voit l'homophobie, mais ordinaire si vous voulez. Il se passe rien de plus que ce qui devait se passer déjà à l'époque au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Rien qui traumatise particulièrement le narrateur en fait. Pas plus que le reste de sa vie depuis toujours. Donc on sait qu'à un moment donné il va se passer des choses dramatiques, on se doute lesquelles, plus ça avance et plus on s'en doute. Mais la manière dont c'est amené est vraiment vraiment très bien faite, très intéressante. Ça fait une montée dramatique très puissante. Et surtout, plus on va s'éloigner du regard de l'enfant, plus on va rentrer dans le regard de l'adulte, plus on va, en fait, notre regard à nous adultes rejoint celui du narrateur adulte et on comprend et on arrive à interpréter ce qu'il vit quand il est enfant. C'est dur à expliquer, je suis en plus pas en super top forme, mon cerveau est pas au meilleur pour expliquer ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Le personnage de Sal, donc c'est le petit garçon noir qui finit par se faire appeler Sal, est un personnage qui est très intéressant parce que pendant très longtemps, enfin pendant tout le livre quasiment, il est très différent et très mystique par rapport aux autres. C'est-à-dire que même s'il a physiquement 13 ans, on sent très vite que c'est un personnage qui est vraiment le diable, soit qui a vu tellement de choses dans sa vie qu'il est capable d'être beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus mature que ce que son âge laisserait présager et penser. Il donne des conseils à des adultes, il va transcender certaines peurs de certains adultes et en faire quelque chose de plus beau et de plus fort. Et vraiment, c'est un personnage qui est fascinant parce il est à la fois exceptionnel, incroyable, il est à la fois vraiment très différent de tout ce que j'ai pu voir comme personnage, et en même temps, à plein de moments, il n'est qu'un petit garçon de 13 ans par certains aspects, et plus on avance dans le livre, plus c'est le cas, plus il est ramené un petit peu à ce qu'il est physiquement, et renvoyé à l'image de ce que les autres voient de lui, c'est-à-dire un enfant de 13 ans qui est incroyablement mature et sage, et c'est vraiment un personnage qui est à la fois unique et à la fois universel par plein d'aspects, parce qu'il a vécu plein de choses, parce qu'il a plein de choses à apporter, parce qu'il est plein d'émotions assez rarement négatives, et on sent bien que même s'il n'est pas littéralement le diable, il a les caractéristiques, et lui-même le dit, de ce qu'est Lucifer, donc l'ange déchu, l'ange échoué, l'ange rejeté. Et effectivement, il y a de ça quelque part, et on peut voir tout à fait la métaphore et le lien qui est fait entre lui et le diable, et c'est très intéressant. D'autant qu'il a une définition du mal, de ce qui est mal, en tout cas du mal avec un grand M, de ce que représente le diable, qui est très intéressante, puisque lui, par exemple, pense que, ou en tout cas dit que l'enfer, ce n'est pas des gens qui se font fouetter et torturer toute la journée. L'enfer, c'est de vivre dans une situation dans laquelle on est malheureux, mais qui pourrait rendre quelqu'un d'autre heureux. Et qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas un enfer en fait, il y a autant d'enfer qu'il y a d'êtres humains. Et vous voyez, Sal, c'est ça, c'est toujours ce genre de raisonnement, de réflexion profonde qui peuvent résonner, je pense, dans tous les lecteurs, au moins à certains moments pour certaines réflexions, et qui sont très riches et très belles, et voilà, c'est difficile de ne pas, je pense, s'attacher à ce personnage, franchement, parce que vraiment il est touchant, on sent que c'est quelqu'un qui a été blessé, qui a vécu des choses hyper difficiles, et voilà. On a le personnage d'Elohim, qui est un homme adulte qui, lui, se dit être le combattant du mal, le combattant du diable, le combattant de la foi, de tout ce que vous voulez, et qui est persuadé que sa quête est noble, ou en tout cas un certain nombre de personnes en sont persuadées, et on se rend compte de où peut mener faire les choses en pensant bien faire, être persuadé que ce qu'on fait c'est pour le mieux et c'est ce qui est bien alors que pas forcément. Il y a vraiment toute cette réflexion sur ce qui est bien et mal. Est-ce que faire le mal en pensant très sincèrement faire le bien, c'est quand même faire le mal? Est-ce que faire des choses bien aux dépens d'autres personnes, c'est mal ou pas? Enfin oui, il y a vraiment tout le manichéisme de base qui est explosé dans ce livre et qui est transcendé pour quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Et c'est vraiment... franchement, ça prend aux tripes, vraiment. Je ne vais pas trop vous développer les autres personnages de la famille Bliss parce que je trouve que c'était assez intéressant de les découvrir dans leur individualité, parce que autant Sal et Elohim sont deux grandes figures assez... comment on pourrait dire, presque de personnification, d'idées, voilà, d'idées en fait.
autant les autres personnages sont plus proches de nous et d'une humanité un peu normale. Et c'est ça qui est aussi assez excellent dans ce livre, c'est que tous les personnages sont à la fois uniques par ce qu'ils sont, par les choix qu'ils font, mais universels par les sujets qui les touchent, par leur manière de réagir, par les raisonnements qu'ils ont, par les questions qu'ils se posent. Et ça, je trouve ça très fort de réussir à de faire tout un panel de personnages dans lesquels, à un moment ou un autre, on peut se retrouver par une thématique, une situation commune, un questionnement. Et à part peut-être quelques-uns qui vraiment... bon, voilà. Mais sinon, dans la plupart, on peut toujours se retrouver un petit peu. On va évidemment aussi parler de deux grandes thématiques. Je pense que si vous avez entendu parler de ce livre, vous le savez. On va parler de racisme et on va parler d'homophobie. Deux grands sujets, je pense, extrêmement importants dans les années 80 aux États-Unis, évidemment, mais pas que. Et encore d'actualité sous bien des aspects. Donc il va y avoir d'une part tout ce qui va être racisme ordinaire, racisme post-colonial, racisme post-esclavagisme, etc. et tout ce que ça implique, toute l'essentialisation attribuée aux Noirs, aux personnes noires aux États-Unis, et de l'autre côté tout ce qui va être autour de l'homosexualité, de la religion, de est-ce que c'est mal avec un grand M, de la punition divine avec le sida, de toutes les croyances autour de cette maladie, voilà, de toutes les croyances qui encore aujourd'hui pour certaines perdurent, à savoir que si vous embrassez quelqu'un qui a le sida, vous pouvez l'attraper, à savoir que si vous touchez quelqu'un qui a le sida, vous pouvez l'attraper, enfin toutes ces choses-là qui pendant très longtemps ont été des croyances qui ont vraiment exclu tout un pan de la population qui avait une maladie qui est contagieuse, mais sous certaines conditions, enfin vous voyez, c'est quand même ça a été hyper violent pour toutes ces personnes-là, et exacerbé encore par des croyances pour guérir de cette maladie qui sont d'une violence inouïe. Je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Je ne sais pas si c'est vrai, dans quelle mesure c'est vrai, mais apparemment il y avait tout un panel de croyances vraiment assez infectes et infâmes pour, en tout cas, comment guérir de cette maladie quand on l'a attrapée et qui ont détruit bien des vies. Bref, donc on a ces deux gros pôles de minorités, d'exclusion, de discrimination qui sont représentés à travers deux personnages principalement et bien tout ce qu'il y a autour et tous les gens autour, et on réalise à quel point, notamment pour l'homosexualité, même les gens qui ne pensent pas à mal, même les gens qui ne veulent pas du mal, qui ne sont pas profondément méchants ni profondément homophobes, eh bien ont des propos constamment homophobes, et c'est assez violent quand même, hein. Je vous garantis que si on est un peu sensibilisé et qu'on fait un peu gaffe à comment on parle et comment on s'adresse aux autres, c'est assez dur quand même. Mais voilà, donc c'est évidemment deux sujets traités, très bien traités, très intéressants, très violents, très durs, très tristes aussi, qui mènent, on se rend compte que être soit racisé, soit homosexuel aux États-Unis dans des années un petit peu plus lointaines, hein, c'est pas si lointaine que ça, hein, c'était il y a 40 ans, je précise, hein, et bien à quel point ça pouvait être dur à vivre par le regard d'autrui, certes, mais aussi pour soi. Parce que quand on a été éduqué d'une certaine façon à croire profondément certaines choses, eh bien aller contre cela, c'est dur, quoi. C'est vraiment une véritable réflexion, un véritable travail, et que ça se fait pas juste comme ça, c'est pas juste... accepter ce qu'on est, c'est facile de dire ça, il faut accepter ce qu'on est, mais c'est pas si évident que ça. On va avoir aussi une thématique hyper intéressante autour de la foi, autour de la folie du groupe, de suivre quelqu'un, de suivre les autres, comment le groupe peut réussir à créer cette dynamique positive ou négative qui amène à certaines choses et certains actes. On va avoir vraiment cette idée de groupe qui va être hyper travaillée, hyper intéressante, et qui évidemment, encore une fois, est une réflexion sociologique sur plein d'événements qu'on a vécu, qu'on a pu voir dans l'histoire, plus ou moins proche, sur l'effet de groupe, sur voilà, ce que ça provoque quand une personne agit d'une certaine façon et fait adhérer des gens à son raisonnement. Voilà, ce truc de groupe qui est vraiment exploité et bien travaillé et réfléchi, et très intéressant aussi dans la conclusion. Concernant l'écriture, je vous la fais très rapide, je pense que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé. On a une écriture qui est très poétique, qui est très douce, qui utilise beaucoup de comparaisons et de métaphores de manière heureuse, j'ai envie de dire, et non pas lourde, redondante et cliché, pas du tout. On est sur une écriture de la blessure, mais de la blessure qui va être un peu ouatée et dans une ambiance qui à plein de moments va aussi être très belle, très douce, où on va contempler la nature, où on va profiter de l'amour des autres,
où on va pouvoir profiter de la tendresse, de la justesse, et en même temps souffrir des non-dits, souffrir de ce que l'on est, de ce qu'on ne peut pas avouer, du regard des autres. Enfin, on est toujours dans cette espèce de balance entre des moments d'amour, des moments de douceur, des moments de gaieté et bien la justesse aussi de toutes ces douleurs qui sont décrites et qui sont réelles. Et bref, voilà. J'ai pas grand chose à en ajouter parce que vraiment c'est quelque chose qu'il faut lire. Je vais vous dire que je l'ai tellement aimé que je pense me l'acheter pour le relire parce que c'est... Voilà, je sens que j'ai besoin de le relire pour assimiler toutes ces choses et parce que j'ai envie de me replonger aussi dedans, dans cette ambiance qui n'est pas toujours belle, pas toujours heureuse, mais qui à plein de moments est tellement douce. Il y a vraiment une très très belle écriture des liens familiaux, de l'amour familial, des personnalités au sein de la famille qui est très intéressante. Ça me donne d'autant plus envie de lire Betty, puisque je sais que ça se passe aussi au sein d'une famille. J'avais des appréhensions par rapport à Betty parce que j'ai vu que c'était très dur, mais si c'est dans la même veine que l'été où tout a fondu, j'ai envie de dire, faut que je fonce quoi. Voilà, donc j'ai déjà beaucoup parlé sur l'été où tout a fondu, mais sachez en tout cas que si vous vous sentez capable de lire quand même des choses assez dures, pas forcément hyper violentes, pas dans la description hyper violente, mais dures en termes d'émotions, de sentiments, de ressentis, et puis voilà, ça prend aux tripes quoi. Mais si vous vous en sentez capable, allez-y parce que c'était incroyable. Je vais vous faire juste le point sur le livre de la nuit qui est ici, que j'ai lu en lecture commune avec Pénélope, et après je vais vous laisser parce que j'ai la tête qui va exploser. Donc, dans le livre de la nuit, on suit le personnage de Charlie, qui est une gamine qui a été un peu, comment on peut dire, trimballée par sa mère avec différents beaux-pères, qu'elle a été un petit peu... en tout cas, elle n'a pas pu exploiter tout son potentiel, notamment en termes de scolaire, etc. Et que un de ses beaux-pères s'est mis en tête de la prendre avec lui et de lui apprendre à devenir une voleuse, cambrioleuse, arnaqueuse, qu'elle a développé ses talents, qu'elle est très douée pour ça. Et quand commence le livre, elle a décidé d'arrêter de travailler, d'arrêter les bêtises parce qu'elle a eu des ennuis. Elle est en couple avec un jeune homme qui s'appelle Vince, qui est assez mystérieux mais qui a l'air d'être une bonne personne, ce qui surprend Charlie qui n'a eu que des relations un peu pourries jusqu'à présent. Et elle vit aussi avec sa jeune sœur qui s'appelle Posé et qui fait aussi un peu sa vie de son côté, qui travaille, qui se débrouille, qui aimerait rentrer à l'université, mais qui se débrouille aussi de son côté. Dans cet univers, donc on est plutôt dans l'urban fantasy, on va être dans un univers où la magie est un peu particulière, puisqu'on est sur de la magie d'ombre. Donc les ombres, c'est l'ombre personnelle de vous que vous avez qui est collée à vos pieds, celle-là, et où certaines personnes ont des ombres qui sont éveillées, avec qui on peut développer des interactions et des différentes formes de magie. Je crois qu'il y en a 4, mais c'est pas forcément très développé. Et ceux qui n'ont pas d'ombre éveillée, qui ont une ombre normale, et voilà. Le livre de la nuit, en fait, le gros pitch de l'histoire, eh bien, ça va être le livre de la nuit, en fait. Donc le Liber Noctem, qui est recherché par tout le monde, parce qu'il permet, je crois, de contrôler les furies. Donc les furies, ce sont les ombres qui ont perdu le corps avec qui elles étaient reliées, qui deviennent indépendantes et qui deviennent un peu folles et qui butent tout le monde. Et évidemment, comme toujours, il y a des enjeux de pouvoir et le pouvoir passe apparemment par le fait de contrôler ses furies et voilà, on est sur cet enjeu-là un petit peu. Charlie aimerait ne pas être mêlée à tout ça, vous imaginez bien que si c'est notre héroïne, c'est qu'elle va l'être et on va suivre un peu toute cette histoire et je vais pas trop vous en dire pour pas spoiler, c'est un petit peu dommage vu que c'est vraiment typiquement ce genre de livre où le plus important c'est ça, c'est de découvrir le mystère, c'est de suivre le mystère, c'est de réagir au plot, etc. Je vais vous la faire rapide. Ce que je peux vous dire c'est que moi j'ai été agréablement surprise parce que j'avais beaucoup d'a priori sur les écrits d'Holly Black que je voyais comme de la romantécie, ce qui n'est pas forcément mon truc. On a bien une romance dans ce livre, mais elle passe vraiment en second plan, c'est pas central. En tout cas, toute l'histoire ne tourne pas autour de ça. C'est, je pense, ce qui m'a plu, puisque moi, les romances, bon, peut-être que vous commencez à savoir que c'est pas forcément ce que je préfère. Si c'est bien fait, si c'est intégré à l'histoire, il n'y a pas de souci, hein, mais bon, voilà, avoir un livre qui tourne que autour d'une romance, en général, ça me saoule. Donc là, j'étais contente que ce soit pas vraiment le centre, que le personnage de Charlie ait sa personnalité indépendante, ses réactions indépendantes, n'existe pas que à travers le couple et c'était bien fait. J'ai trouvé que le couple était assez crédible, assez cohérent. On n'est pas tombé pour moi dans des clichés relous de couple typiques de romance avec des quiproquos machin bidule relous. Donc c'était très bien sur ce niveau-là. J'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé la description de l'univers, j'ai bien aimé comment ça se passait. Je trouvais qu'il y avait une ambiance qui était bien menée parce que c'était quand même assez sombre, assez glauque, mais sans tomber dans le malsain. C'était vous voyez, c'était
proche quand même de nous, et ça le veut, ça veut l'être, mais en même temps il y avait ce côté un peu sombre, un peu mystérieux, un peu fantastique, avec le côté un peu brumeux comme ça, qui était vraiment plutôt bien fait et auquel j'ai bien adhéré, alors que franchement je partais pas, j'avais un peu des doutes. L'écriture est simple mais elle est efficace, elle est agréable, il n'y a pas de mots de vocabulaire clichés attendus, il n'y a pas d'expression cliché qui revient sans arrêt, il n'y a pas tous ces défauts d'écriture qui moi me gênent vraiment et qui font partie des choses que je ne supporte pas. Donc typiquement voilà, l'expression qui revient 15 fois dans le bouquin, les images toutes faites, il n'y a pas tout ça. Franchement pas du tout et c'est vraiment à souligner et hyper agréable. Je trouve que l'autrice a bien maîtrisé le rythme, elle a parfaitement maîtrisé ce qu'elle donnait au lecteur, ce qu'elle ne donnait pas, pour que la frustration du lecteur soit parfaitement maîtrisée, qu'on ait juste ce qu'il faut de frustration pour avoir envie de continuer, mais pas trop pour pas être dégoûté et refermer le livre en se disant voilà. J'ai trouvé que tout ça c'était vraiment bien maîtrisé pour moi. Si je devais donner un vrai point négatif, enfin oui et non en fait, c'est que moi j'ai eu la sensation qu'on manquait clairement de développement sur les magies des ombres, puisque 4 sont évoquées, et que si je ne m'abuse, on n'en voit qu'une seule, et que c'est pas même hyper développé. Ceci étant dit, à peine on a eu refermé l'ouvrage que Pénélope m'a dit que apparemment un tome 2 était prévu et que ça expliquerait peut-être que tout ne soit pas développé, puisque eh bien peut-être que l'objectif de l'autrice en fait c'est de faire une saga où elle va développer peut-être d'autres personnages, d'autres relations, d'autres magies, et en fait créer son univers au fur et à mesure, et ce qui est pas plus mal, parce que si elle avait dû tout balancer dans le premier, ça aurait été un petit peu compact à lire. C'est vrai que comme je pensais que c'était un tome unique, sur le moment j'étais un petit peu déçue de ne pas en avoir plus sur ces différentes magies évoquées, de ne pas en avoir plus sur certains aspects vous voyez, qui sont évoqués mais pas trop. Mais du coup effectivement, s'il y a une suite, c'est tout à fait cohérent, elle a posé ses pierres pour la suite et je comprends mieux l'idée. Je mettrai un petit bonus au personnage de Charlie que personnellement j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve qu'elle a des répliques très drôles, qu'elle a beaucoup d'esprit et c'est sympathique. J'ai trouvé que c'était pas un personnage lisse, ou du moins beaucoup moins que ce que je pensais. J'ai trouvé qu'elle avait ses parts d'ombre, qu'elle avait ses plus et ses moins, et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je l'ai trouvé en fait assez attachant, alors que je vous dis, j'avais pas des grosses attentes. Je partais un peu dans l'idée que j'allais aimer l'univers, mais j'avais un peu des craintes par rapport à l'écriture et aux clichés, tout ça, mais au final, en fait, pas du tout. Donc j'étais très contente. J'ai vu que apparemment certaines personnes n'avaient pas plus aimé que ça, trouvaient que ça cassait pas trois pattes à un canard. Moi, personnellement, je trouve que c'était très bien. Et je trouve qu'effectivement, c'était pas un coup de cœur absolu, mais c'était mieux que la plupart des trucs d'urban fantasy ou assimilés bit lit que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc ça fait plus que le job, quoi. Voilà. On est pas mal pour les points lecture aujourd'hui. Je vais vous laisser là en sachant que j'ai lu la semaine dernière 4 ou 5 livres. Ça va être dur de tout rattraper. Je pense pas tout rattraper. Je pense que je reviendrai vous parler de Capitale du Nord quand même, parce que c'est l'Explora livre. Et puis peut-être de Prince Captif rapidement. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Je sais même plus. En même temps j'ai plus de cerveau là. Bon, je sais plus. Je reviendrai plus tard, je vous ferai un point lecture et puis voilà, là je vais aller m'allonger parce que avec la lumière dans les yeux, je peux vous dire que la migraine ne fait qu'augmenter de minute en minute. Voilà. Donc je vous dis à plus tard pour un autre point lecture. Coucou, on se retrouve mercredi, j'ai filmé lundi mardi pour le défi lecture, donc je n'ai pas filmé ici parce que déjà trouver du temps pour filmer ça a été un peu hardcore.
Mais je reviens quand même un peu parce que j'ai des choses à vous dire assez rapidement concernant les lectures. Et puis je vais pas trop traîner parce que j'ai un petit enfant réveillé de la sieste qui aimerait bien faire partie de la vidéo. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai pas mal lu la semaine dernière, j'ai pas trop pu en parler, je vous ai fait un point lecture sur les 2 livres que j'avais lus encore la semaine d'avant, mais j'ai lu 4 livres la semaine passée, je vais pas tous en parler. Pourquoi? Parce que déjà j'ai terminé le tome 3 de Prince Captif qui s'appelle Le Roi de C.S. Pacat et que j'en ai déjà pas mal parlé, qu'on est toujours dans la même... j'ai rien à rajouter en fait. C'est-à-dire que ce que je pourrais dire, ça serait trop spoilant, et si je vous donne un avis général, on reste dans la même idée que les 2 tomes précédents, enfin en tout cas que le tome précédent, à savoir que ça m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé que C.S. Pacat avait un talent certain pour l'écriture, notamment l'écriture de romance, que j'ai trouvé vraiment très bonne. Donc du coup je vais pas beaucoup plus en reparler, ça sert à rien, de toute façon j'en parlerai en point lecture je pense. Donc voilà, je vais pas y revenir, sachez juste que ce tome 3 m'a beaucoup plu, que j'ai beaucoup aimé la conclusion, que j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et que je ne comprends toujours pas pourquoi il y a ces scènes dans le tome 1 qui pour moi n'ont aucun sens. La semaine passée, j'ai lu quand j'étais donc chez ma mère, Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek, qui est très court, qui se lit très bien, qui est un thriller. Alors moi je savais pas que c'était un thriller, enfin en même temps je savais pas mais je connaissais l'histoire donc je comprends pas pourquoi je m'attendais pas à ça. Soit. C'est un thriller mais concrètement je pense que c'est pas un thriller pour les gros fans de thriller parce que je pense pas que ça soit vraiment l'objectif du livre. On va suivre en fait 2 personnages, une femme noire qui s'appelle Adela, qui est femme de ménage pour des blanches assez aisées, et qui va se faire renvoyer tout au début du livre, qui va chercher un nouvel employeur ou employeuse, et qui va tomber sur Bud, qui est un détective un petit peu à la dérive, qui a été renvoyé de la police pour des raisons que je vous laisserai découvrir, et qui a ouvert son cabinet de détective qui ne fonctionne pas très bien, sauf qu'un jour, un couple de personnes noires vient le voir et lui demande de retrouver leur fille Didi qui a disparu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Bud très vite va comprendre que s'il veut pouvoir enquêter, il va falloir qu'il utilise Adela, qui est la seule à pouvoir rentrer dans les maisons et dans les confidences des personnes noires, puisqu'ils se méfient des blancs et ils ont de nombreuses raisons de le faire. Donc Adela et Bud vont former un espèce de duo pour résoudre cette affaire, hein, puisque quand même des enfants qui disparaissent et la police n'en a rien à faire parce qu'ils ne sont pas blancs. Enfin, en l'occurrence, qu'elles ne sont pas blanches. Voilà, ça c'est l'histoire en très gros. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je vous laisserai découvrir. Moi, j'en savais pas plus et ça m'a suffi pour me lancer. Je vais juste vous donner un petit peu mon avis sur cette lecture qui était excellente. Il faut savoir qu'on est en 1963, donc on a un contexte historique très riche, à savoir par exemple tout ce qui va être le Ku Klux Klan qui est très actif, qui commet de nombreux actes criminels vis-à-vis des Noirs, mais aussi des Blancs qui pourraient copiner avec des personnes noires, ce qui est assez... ça n'a pas de nom hein, concrètement, c'est des individus odieux et c'est hyper violent et c'est hyper choquant. On est évidemment dans un univers où le racisme est extrêmement ordinaire et normal, où on emploie le fameux N-word à tout va, où on parle des personnes noires comme si elles n'étaient pas là devant elles, où on se permet de leur faire des réflexions racistes à longueur de journée sans aucun complexe. On est aussi dans des états de ségrégation assez avancés, avec des laveries pour les noirs, des laveries pour les blancs, avec l'histoire fameuse histoire des bus à l'avant réservés aux blancs, à l'arrière réservés aux noirs. D'ailleurs, il est dit dans ce livre que s'il n'y a pas de blanc dans le bus, les noirs peuvent s'asseoir devant, mais à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une seule personne blanche, les noirs doivent aller au fond, et s'il y a 20 personnes noires au fond, dont 10 debout, et qu'à l'avant il y a 15 places libres vides, s'il y a un blanc, et tant pis. Bref. D'ailleurs, on est peu de temps après l'histoire, la fameuse histoire de Rosa Parks, par exemple. Et enfin, on est aussi dans un univers où la police est extrêmement raciste. Non pas que ça ne soit plus le cas, mais là, ils ont le droit de l'être ouvertement. Ça ne pose de problème à personne, à part aux personnes noires qui n'ont pas
leur mot à dire. Voilà. À côté de ça, on est aussi dans un contexte de révolte assez forte de la part des Noirs et des Blancs qui sont alliés aux causes antiracistes. On a beaucoup de manifestations qui sont évoquées par exemple. On est aussi dans le contexte plus ou moins du meurtre de Kennedy. On est dans le contexte, comme je vous l'ai dit, de Rosa Parks et de Martin Luther King. Donc on a quand même un gros contexte historique qui est posé, qui est donné et qui est, je pense, le véritable cœur de l'histoire à mon sens. On a des personnages avec des caractères qui sont très intéressants, notamment Adela, que l'on va voir évoluer au fil du roman, que l'on va voir changer parce que elle se veut plus laisser faire, et je parle pas que vis-à-vis des blancs, de manière générale. On va la voir transcender un petit peu tous ces traits de caractère qu'elle étouffait un peu pour pas avoir de problème et qu'elle va complètement libérer et transcender. On va voir le personnage de Bud qui est un homme raciste, raciste ordinaire qui fait pas partie du Ku Klux Klan, mais qui n'a pas de scrupules à parler des Noirs, encore une fois, comme je disais, de manière extrêmement déplacée et raciste, et qui va lui apprendre et grandir aussi un petit peu et évoluer, et c'est tant mieux. On va avoir pas mal d'autres personnages autour, notamment les flics qui sont des amis de Bud, puisqu'il a fait partie de la police. Notamment les copines d'Adela qui sont des femmes noires. Voilà, il y a vraiment pas mal de personnages et beaucoup de personnalités qui sont installées, qui sont très intéressantes, certaines très stéréotypées mais à dessein, d'autres beaucoup moins et aussi à dessein parce qu'il y a des objectifs derrière tout ça. J'ai beaucoup aimé le panel de personnages, j'ai trouvé très intéressant, même si évidemment on est beaucoup plus centré sur Adela et sur Bud, mais on sent que tout ça a été réfléchi pour montrer des choses sur la société américaine des années 60. Il y a pas mal de passages d'humour que j'ai trouvé assez géniaux, notamment les blagues que se font les noirs sur les blancs qui sont, je trouve, très drôles et de manière générale assez légitimes. Qui ont cette capacité à vivre ces choses hyper violentes, ce racisme hyper violent et qui tue concrètement, et à en faire des plaisanteries. On a aussi le danger constant du Ku Klux Klan qui est un peu partout, qui a des yeux partout et qui n'hésite pas à attaquer Adela parce qu'elle a l'outrecuidance de monter notamment en voiture avec un blanc par exemple. On a rapidement évoqué aussi la menace constante que sont les hommes, qu'ils soient noirs ou blancs, pour les femmes. On a l'aspect thriller avec une enquête qui n'en est en fait pas vraiment une parce que les choses font que ça se dénoue un peu tout seul, mais je vous dis, je pense pas que l'enquête soit franchement le cœur de tout ça. On va aussi évoquer d'autres minorités, notamment les homosexuels, avec un couple lesbien qui est vraiment très intéressant, qui est un aspect que j'ai beaucoup aimé, et le parallèle qui est établi entre cette minorité et le fait d'être noir aux États-Unis, avec des réactions de la part des autres différentes, avec c'est pas la même chose, mais vous voyez ce que je veux dire, ça reste quelque chose qu'il faut vivre, et il faut vivre avec, et même si c'est pas tout à fait pareil bien évidemment, puisque on ne peut pas se cacher d'être noir alors que les homosexuels réussissent à vivre plus ou moins cachés, mais il vaut mieux pas qu'ils se fassent choper, vous voyez ce que je veux dire. Dans les faits, ça revient concrètement plus ou moins à la même chose. Enfin, on a tout l'aspect émotion et sentiment qui est très beau, qui est très bien développé, la relation entre Bud et Adela par exemple, tout ce qui va être autour des fillettes et des familles de ces fillettes qui disparaissent, tout ce qui va être autour des sentiments de colère et d'injustice qui est vraiment très bien fait, très bien montré. C'est vraiment un roman qui est quand même assez court, mais que j'ai trouvé très riche en toutes ces choses et qui apporte des véritables réflexions. Et c'est très intéressant de ne pas oublier qu'il y a à peu près 50 ans aux États-Unis, on vivait encore dans ce monde-là. C'était il y a 50 ans, c'était pas il y a 150 ans, c'était il y a 50 ans, c'était il y a 5 décades. C'est assez fou de se dire que il y a si peu de temps c'était comme ça aux États-Unis et que d'une certaine manière ça l'est encore là-bas et ici, plus caché, plus de façon aussi assumée, mais vous voyez le temps qu'il faut pour que les mentalités évoluent ne serait-ce qu'un petit peu quoi. On a aussi un tout petit aspect fantastique, je préfère vous le dire, qui est assez surprenant. Je pense que si vous aimez les enquêtes hyper bien ficelées avec des résolutions hyper bien ficelées, c'est pas le livre à lire. Moi j'avais pas ces attentes là, donc en fait la résolution ça m'a pas dérangé, voilà. Enfin j'avais envie de savoir, bien évidemment, entendons-nous bien, mais je cherchais pas quelque chose d'hyper construit avec un thriller hyper avec beaucoup de détails, beaucoup de trucs. Moi ça m'a pas dérangé qu'en fait ça se fasse un petit peu en un tour de main. D'un coup comme ça, c'était pas ce qui m'intéressait dans ce livre. J'ai vu des avis qui étaient un peu négatifs en disant qu'il n'y avait pas d'explication concernant les motivations du meurtrier.
Moi j'ai trouvé qu'à mon sens il n'y avait pas besoin, je vois pas à quel moment il y a besoin de motivation quand on est un homme pour faire ce genre de choses, hein. Je pense que le monde nous a plus que prouvé que il n'y avait pas besoin d'autres motivations que l'envie d'abuser de son pouvoir et de sa force. Donc je voyais pas le problème avec ça personnellement. D'autant qu'on parle de victimes toutes trouvées et toutes choisies, puisque tout le monde, à part les familles, se fiche de leur sort. Concrètement, la société entière sans contre-fou, hein. Je veux dire, il y a un moment où c'est rapidement, vite fait évoqué dans le journal des Blancs, puisqu'il y a un journal pour les Noirs, un journal pour les Blancs. Et ça fait ni chaud ni froid à l'employeuse d'Adela qui... ah ok, voilà, c'est pour vous dire que je voyais pas besoin de plus de justification que ça, à mon sens, concernant les motivations du meurtrier. Comme je vous disais, pareil, tout ce qui est critique concernant le thriller, bon bah... Vous attendez pas à un thriller, mais moi c'est pas ce que j'en cherchais. Je peux comprendre effectivement, si on s'attend à lire un thriller, qu'on en soit un peu déçu sur la résolution, mais bon voilà, ça c'est à vous de voir vos attentes. Et enfin j'ai vu aussi des critiques qui disaient que c'était des caricatures, bon... Moi, très sincèrement, j'avais l'impression que c'était un commentaire disant que c'était des caricatures de blancs racistes. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense très sincèrement que c'est même très proche de la réalité. Et je suis pas bien sûre. Je pense qu'il faut une très grande méconnaissance des mécanismes du racisme et de ce que vivent les personnes qui ne sont pas blanches dans à peu près tous les pays occidentaux pour dire que ce sont des caricatures. À mon avis, c'est pas du tout le cas. Et malheureusement, c'est très réaliste. À vous de voir, n'hésitez pas à le lire, je vous invite à le faire parce que c'est assez édifiant, parce que c'est bien écrit, parce que c'est intéressant et puis ça se lit aussi très vite. Voilà, donc là vous avez eu mon avis lecture sur tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé. C'était un des cadeaux de mon frère qui m'avait envoyé en janvier. Donc à l'heure actuelle, j'ai lu 3 livres sur les 7. Donc je vais continuer tranquillement la découverte des livres qu'il m'avait envoyés. Rapide dernier point lecture et je vous laisse parce que là c'est compliqué. C'est la lecture de Capitale du Nord, le tome 1, Citadin de demain, que j'ai lu en lecture commune avec Pénélope dans le cadre de l'Explora Livre. Donc concernant le résumé, nous allons suivre un trio, donc Amalia, qui est une jeune fille de noble, Irion qui est le fils d'une autre famille de nobles, et Jonas qui lui est plutôt un enfant de bourgeois, son père a bien réussi, il a du fric, et voilà, on est dans ce schéma-là. On a en fait tout un accent qui est mis au début sur l'importance de l'éducation, principalement à l'origine d'Amalia et Irion, puisque les parents veulent éduquer leurs enfants de manière totalement égalitaire, sans différence de genre, d'une manière qu'on pourrait qualifier d'humaniste au sens premier du terme, hein, donc l'humanisme de la Renaissance, c'est-à-dire tout ce qui va être science, tout ce qui va être littérature, et surtout une grosse importance de l'expérience, de l'expérimentation et de l'observation en situation réelle. Dans l'éducation de nos 3 héros, on a une très grosse exclusion de tout ce qui va être conte, histoire, invention, de tout ce qui ne va pas être réel et la réalité. Ce qui n'est pas trop le cas de Jonas, parce que lui, en fait, ne venant pas de ce milieu-là, il a accès à pas mal de contes et légendes, mais c'est le seul. Donc on est dans un univers très rationnel, avec très peu de magie, peu de croyances dans la magie, peu de croyances dans toutes ces choses un peu mystiques, jusqu'au moment où Irion va faire une expérience avec des vieux objets qu'il va enterrer dans un endroit présumé magique, et c'est un petit peu là qu'on rentre dans la fantaisie à proprement parler, puisque vous le savez sûrement, Capitale du Nord et Capitale du Sud sont 2 sagas qui se répondent et qui sont des sagas de fantasy. Je vais vous faire mon avis en assez court parce que je pense qu'on va en reparler et en re-reparler dans les jours à venir. Donc on a une ambiance au premier abord qui est assez différente de Capitale du Sud, puisque comme je vous disais, il y a peu de place pour la poésie, peu de place pour les contes, peu de place pour les légendes, peu de place pour la musique, peu de place en fait pour tout ce qui va être plutôt artistique. Ce qui est assez opposé à l'ambiance de Capitale du Sud, sauf chez le peuple Sicte qui est parlé, qui est évoqué et dont on va reparler et qui à mon avis n'est pas sans lien très proche avec les légendes de Capitale du Sud. Évidemment l'éducation humaniste qui est hyper intéressante, mais j'en ai déjà parlé donc je vais pas revenir dessus. Je trouve que dans l'ensemble c'est assez bien mené parce que l'ambiance du premier volume casse vraiment toute attente qu'on pourrait avoir par rapport à Capitale du Sud, parce que c'est à la fois suffisamment différent et assez en miroir finalement de Capitale du Sud, et en même temps avec assez de rappels et de points communs pour qu'on ait ce qu'il faut, mais qu'on n'ait pas trop d'attentes et qu'on n'en soit pas déçu. Par exemple, en point commun, on va retrouver tout ce qui va être autour du sang qui est hyper important, on va retrouver tout ce qui va être guerre civile qui n'est pas loin, on va évidemment retrouver le fameux jeu de la tour de garde qui est quand même le nom de la saga dans son intégralité.
et la présence du fameux manoir dont on parle dans Capitale du Sud et dont on avait tellement envie d'en savoir plus. Toute la construction de la société est totalement différente dans l'un et l'autre, mais c'est très intéressant encore une fois. On a beaucoup de personnages que l'on retrouve qui étaient évoqués dans Capitale du Sud ou que l'on avait vu, comme Casimux, comme Rossmore. Donc ça c'est plutôt chouette, parce que du coup on n'est pas totalement dépaysé. Concernant les personnages principaux, le personnage d'Amalia, moi personnellement je l'ai pas trop aimé. J'ai trouvé qu'elle était très hautaine, qu'elle était très désagréable, qu'elle était assez égoïste, mais surtout ce qui m'a le plus dérangé c'était son élitisme intellectuel que j'ai trouvé très déplacé, notamment vis-à-vis de son demi-frère par exemple, qu'elle prend de haut parce qu'il n'a pas les connaissances qu'elle a. Ça m'a vraiment, c'est vraiment un aspect de sa personnalité qui m'a dérangé. J'ai trouvé qu'elle était très susceptible, qu'elle était par moments incohérente, qu'elle se comportait en fait comme une fille de noble qui estimait qu'on lui devait certaines choses et qu'il était normal que certaines choses. Et ça, c'est vraiment des aspects qui m'ont déplu. Je pense que c'est volontaire et je vois bien qu'en arrivant à la fin, il y avait une évolution autour de ça. Donc voilà, à mon avis, c'est tout à fait volontaire, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ce personnage pendant très longtemps dans le livre. J'en ai parlé à Pénélope, à plein de moments, je levais les yeux au ciel, j'avais envie de lui foutre des claques. Hein. Donc c'était quand même assez compliqué. Elle est pour moi l'inverse de Nox parce qu'elle n'est pas du tout attachante, elle n'est pas du tout agréable. Elle n'a pas tout cet aspect, ce background en fait qu'avait Nox par exemple, elle l'a pas. C'est vraiment une fille qui a une vie facile en fait, privilégiée, qui s'en rend pas franchement compte et qui estime presque que c'est normal. Par contre, on retrouve l'opposition frère-sœur qu'on avait dans Capitale du Sud entre Nox et Daphné, beaucoup moins violente, beaucoup moins marquée, et à mon avis, je pense pas que ça aille vers le même sens, mais on retrouve quand même, vous voyez, un peu cette construction miroir. Concernant les deux personnages masculins, j'ai pas grand chose à en dire. J'ai beaucoup aimé Jonas. J'ai trouvé que justement, il avait tout le côté culture, éducation qui lui apportait des choses, mais il avait aussi tout le côté modestie parce qu'il n'est pas noble, qu'il ne vient pas d'une grande famille, et aussi parce qu'il a eu une éducation autour des contes et légendes, autour de la poésie, grâce notamment au Scythe, et que du coup ça en fait un personnage assez complet et assez intéressant. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'a dérangé, c'est un petit peu dommage d'avoir un personnage principal féminin que l'on dévalorise par rapport à ses personnages principaux masculins. Mais bon. On a tout un mystère autour de la folie, notamment celle de la petite sœur d'Irion, qui a clairement, à mon avis, fait résonance à Capitale du Sud. On verra où ça mène, mais Pénélope était d'accord avec moi, et je pense que vraiment il y a un truc autour de ça. On a une structure et un rythme qui sont plutôt lents au début, mais un peu comme Capitale du Sud, sauf que je trouve que c'était beaucoup moins complexe à aborder, qu'il y avait beaucoup moins d'intrigues parallèles que dans Capitale du Sud au début, où vraiment j'avais du mal à suivre. Là, c'est pas le cas. Par contre, c'est un peu lent au début à se mettre en place. On a une temporalité qui est un peu floue, on sait pas trop combien de temps s'écoule. Je pense qu'à la fin, on a un an qui est écoulé par rapport au début, mais c'est évoqué que via le changement de saison, donc il faut quand même se rappeler, voilà. On a une accélération sur la seconde moitié qui était bienvenue et qui rend les choses très intéressantes. Et surtout, on a concrètement une fin en feu d'artifice comme dans Capitale du Sud, le premier tome. Je pense que dans l'ensemble, j'étais un petit peu moins emportée que dans la lecture de Capitale du Sud, parce que c'est purement des questions d'affinité. Je pense que je suis beaucoup plus sensible à l'univers chaud et chaleureux et méditerranéen de Capitale du Sud que l'univers un peu froid, distant, avec une société très rigide de Capitale du Nord. Mais ça, voilà, je pense que c'est vraiment typiquement une question d'affinité avec les univers. Et de mémoire, je me souviens que dans le tome 1 de Capitale du Sud, j'avais été un petit peu plus mitigé que dans la lecture du tome 2, donc je pense que là ça va donner, à mon avis, sensiblement la même chose. Il y a des personnages aussi qui sont beaucoup moins attachants, mais qui sont plus nuancés, et puis je pense qu'on va avoir une grosse évolution du personnage d'Amalia, donc j'ai hâte de voir ça. Surtout, on a l'apparition du peuple Scythe, qui à mon avis est à l'origine de beaucoup de choses dans l'intégralité des sagas, donc j'ai très hâte de voir où ça va, où ça nous mène, en quoi ils sont impliqués, j'ai très hâte de savoir comment vont se faire les ponts entre les deux sagas, voilà. Et puis comme je vous dis, à partir de la deuxième moitié, j'étais à fond et la fin était incroyable. Donc je pense que le tome 2 va être un peu comme pour Capitale du Sud où le tome 1 était bon, mais le tome 2 était bien meilleur. Bon bah là j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, mais je pense que le tome 2 va être bien meilleur. J'ai quand même beaucoup aimé, mais c'est sûr forcément vu que j'ai préféré Capitale du Sud, le pauvre il souffre un peu de la comparaison à mon sens. Je pense que si ça avait été indépendant de l'autre saga, j'aurais adoré cette lecture parce que c'est vraiment une très bonne lecture et je vous invite à lire les deux sagas et suivre l'ordre, pas comme nous on a fait. Je crois qu'il faut lire le tome 1 de Capitale du Sud, puis le tome 1 de Capitale du Nord, le tome 2 de Capitale du Sud, le tome 2 de Capitale du Nord, etc. Voilà, donc en avril, on a le tome 3 de Capitale du Sud qui va sortir. Voilà, donc je vais vous laisser pour le point lecture parce que ça fait 1500 ans que je tourne et que j'en ai marre, j'ai mal à la tête.
Donc voilà, je vous laisse, je vous ferai un point lecture sur ce que je suis actuellement en train de lire, mais allez voir peut-être la vidéo défi lecture puisque j'ai une lecture en cours que je vais terminer ici. Donc si vous voulez le début de toute l'aventure, allez voir là-bas. Et puis je vous dis du coup à plus tard. Et coucou, on se retrouve jeudi soir, comme vous pouvez l'apercevoir à ce faciès palo avec le nez rouge. Je suis malade, voilà, pour ne pas changer, ça devient une espèce de tradition mensuelle, je pense maintenant. Bref, j'ai terminé la lecture de Clara et le soleil de Kazuo Ichiguro. J'ai un peu peiné parce que comme j'étais malade, j'avais du mal à me poser. Et au final, tout à l'heure, je suis allée lire dans mon lit et ça m'a motivée parce que j'étais au chaud. Et je l'ai fini. Donc je pense que je vous ai déjà résumé dans le défi lecture de quoi ça parlait. Je ne sais plus si je l'ai fait ici. Donc très rapidement, on suit le personnage de Clara, qui est une AA, donc une amie artificielle, qui a pour but, qui a été créée pour être l'amie de pré-ado-ado, et donc être le confident, etc. Surveiller aussi un petit peu, je pense, les ados. Et donc Clara eh bien, est choisie par une petite fille, alors petite, en fait je me rends compte que je suis pas sûre de son âge. Je pense qu'elle est pré-ado ou début d'adolescence. Et bref, elle est choisie, elle va dans la famille et il se passe voilà, plein de choses et je vais pas trop vous en dire pour pas trop spoiler l'histoire. Donc il faut savoir que dans cet ouvrage, on suit en fait l'intériorité de Clara. Donc on a forcément un point de vue qui est partiel et partial, d'autant que on voit bien que Clara, même si physiquement elle a un certain âge, alors c'est pas trop précisé, mais voilà, c'est pas une toute petite enfant, en réalité elle est toute jeune puisqu'elle vient plus ou moins d'être créée. Donc elle a une connaissance qui est assez partielle du monde qui l'entoure, notamment des humains, des réactions des humains. Et à ça s'ajoute le fait qu'elle ait des perceptions peut-être un petit peu différentes de nous, puisqu'elle a des perceptions créées, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des circuits, etc. Donc, forcément, parfois, elle comprend pas et nous, on comprend pas ce qui se passe. Et parfois, on a des ellipses et c'est pas forcément indiqué. Et parfois, voilà, donc c'est un peu particulier comme écriture. J'ai noté 2 parties principales, à savoir une première partie qui va être dans le magasin, donc tout au début quand elle est encore en attente d'être vendue. Donc elle est dans un magasin avec une femme qu'elle appelle la gérante, qui s'occupe des AA, qui est plutôt gentille et bienveillante avec eux, et qui eh bien, les place dans le magasin à différents endroits pour essayer de les vendre, hein, puisque elle, c'est son travail. Donc on suit les autres AA, on suit ce qui se passe dans le magasin, on suit les nouvelles générations de AA qui arrivent, on suit aussi un petit peu les anciennes, on voit Clara qui observe le monde à travers la vitrine, enfin, il se passe plein de choses, rien et plein de choses en même temps, que moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était une ambiance intéressante et ça posait bien, l'univers et des bases. On rencontre évidemment la petite fille qui va accueillir Clara, qui va adopter Clara. Et puis, voilà, il y a cette première partie qui m'a beaucoup plu, m'a plongé dans l'ambiance. Et je m'attendais un peu à rester sur cette tonalité. Et en fait, dans la deuxième partie, une fois qu'elle arrive dans la famille, on change un petit peu quand même d'ambiance, je trouve. On a une ambiance qui est vraiment plus malaisante à plein de moments, un peu malsaine, un peu étrange. Il se passe des choses bizarres des fois, difficilement compréhensibles. Je vais pas trop en dire pour pas trop en dévoiler, mais la mère de la petite enfin de la petite, pas une petite, mais de l'ado qui accueille Clara est un peu bizarre avec Clara. Tantôt elle l'ignore et elle a l'air un peu hostile. Tantôt elle va se comporter avec elle comme si c'était un être humain égal à elle, quoi. Enfin voilà, une jeune fille. Elle est vraiment particulière. La gouvernante est aussi un peu particulière. On comprend pas trop si pourquoi elle est hostile à Clara. Enfin,
C'est un peu bizarre, il y a vraiment une ambiance un peu bizarre. En plus, ils sont dans une maison qui est totalement isolée au fin fond de je ne sais où, avec juste une maison pour voisins, où habite le meilleur ami d'enfance de la petite qui accueille Clara et qui vient et voilà, qui a des échanges, mais en fait il n'y a rien d'autre et c'est très particulier. D'autant que Josie est malade, elle a des épisodes de maladie à plusieurs reprises dans le livre et que ça crée vraiment une ambiance un peu inquiétante. Moi je pense que ce qui m'angoissait un peu, alors ça, angoisser c'est un fort mot, mais qui me stressait un petit peu, c'est que je me demandais quel allait être le sort de Clara dans tout ça, ou comment ça allait se terminer, et voilà, c'était un petit peu plus ça qui me faisait peur. Au final, l'auteur met en place plein de choses. Il met en place la maladie de la petite, il met en place l'histoire autour de sa sœur, il met en place des réactions de la mère un peu bizarres, par exemple quand elles vont se balader au mont, je sais plus quoi. Si vous le lisez, vous comprendrez, enfin si vous l'avez lu, vous comprendrez de quoi je parle. Voilà, la voisine, la mère de Rick, qui est dite folle et qui a pas l'air si folle que ça, mais quand même c'est un peu particulier. Il met en place en fait plein de personnages, plein de situations, même plus tard à plein de moments. Et moi j'ai cru pendant un bon moment, je pense jusqu'aux 2 tiers, qu'on allait tomber dans un thriller, très sincèrement. Et au final, pas du tout. Au final, les 3 quarts des situations qui sont évoquées, qui sont lancées, les personnages qui sont développés, qui apparaissent, eh bien ne sont pas exploités en fait. C'est-à-dire qu'on vous lance plein de choses, vous vous imaginez, enfin vous avez tendance à penser qu'à un moment tout va se rejoindre et qu'il va y avoir quelque chose quoi. Et en fait, bah pas du tout. Donc c'est assez déstabilisant, très sincèrement. On est sur un rythme très particulier, finalement qui est très linéaire, où bah, il se passe pas tant de choses que ça. Il y a quand même une révélation, un truc qui est un peu expliqué, qui est hyper chelou d'ailleurs, mais sinon en fait c'est très linéaire, même quand il y a des disputes entre la mère de la petite et le père qui sont donc séparés, ça crée des moments un peu de tension, mais au final pour aller où, ben nulle part je pense. J'ai eu la sensation en fait de pas tout comprendre, j'ai eu la sensation de passer à côté de certaines choses, j'ai eu la sensation qu'il y avait des moments où il y avait soit des ellipses, soit je sais pas en fait. J'ai vraiment eu la sensation à certains moments de pas comprendre et ben j'ai accepté de laisser couler en me disant qu'à un moment j'allais saisir et ben en fait je ne crois pas concrètement. Il y a plein de choses aussi qui sont très intéressantes, hein. Il y a tout un questionnement sur l'anticipation du décès, sur le décès, sur la perte d'un proche, sur l'amitié, sur l'amour, sur les enfants et les promesses de l'enfance, sur l'amour entre les enfants, sur les relations sociales, sur les relations filiales, sur la vie et comment on évolue dans la vie, sur et bien aussi par rapport à tout un aspect éthique autour des amis artificiels. Enfin, il y a quand même plein de questionnements, il y a plein de choses, mais en fait au final rien n'est franchement exploité. Donc après peut-être que c'est à nous lecteurs de faire notre propre chemin, mais j'avoue que franchement c'est un peu déstabilisant. Alors à sa décharge, enfin en tout cas en point positif, ça se lit tout seul, ça se lit très bien, malgré l'aspect linéaire, malgré tous ces aspects un petit peu négatifs que j'évoque. Au final, ça se lit super bien, ça se lit super vite. Je ne me suis pas désintéressée de l'histoire. Enfin, c'est vraiment très bizarre de dire ça parce que ça a l'air hyper négatif et au final je l'ai fini. Ça m'a pris du temps parce que j'ai été malade et que j'avais pas trop l'esprit à lire, mais je pense qu'en temps normal je l'aurais fait franchement en 2 jours, c'était passé quoi. Et voilà, donc je suis un peu mitigée sur cette lecture. J'aime bien l'écriture de l'auteur, j'aime bien comment il écrit. Je sens qu'il y a du potentiel. Je pense que peut-être d'autres livres de lui me plairaient plus. Donc je pense que je vais essayer d'autres livres de lui, mais voilà, en fait, c'est un peu déstabilisant finalement d'avoir autant d'attentes, autant de choses qui vous sont lancées et rien qui ne vous est donné au final. J'ai été franchement déstabilisée par la fin, je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse, parce que, eh bien, il y a, je pense, une grosse ellipse et on arrive à une situation qui n'est pas du tout expliquée, qu'on comprend au fil et qui est très particulière et très bizarre et encore une fois un peu malaisante et malsaine, mais voilà. Je peux pas vous dire que j'ai adoré, je peux pas vous dire que j'ai pas du tout aimé. C'était intéressant en fait. C'était, je pense que tout a été sauvé par la manière d'écrire de l'auteur. Bref. Donc, du coup, je vais ramener Clara et le soleil à la médiathèque. Et dans la foulée, j'ai attaqué le tome 2 d'Amari que je dois ramener samedi. Donc là, on est jeudi. Je pense clairement que ça va le faire puisque en quelques... J'ai lu 100 pages en, je pense, franchement, 40 minutes. Ça se lit tout seul. C'est hyper gros. C'est du jeunesse, donc je suis pas inquiète. Je pense que... Je suis désolée pour les reflets. Je pense que ça va se lire très très vite et tout seul, il n'y a pas de souci. Pour vous faire un petit point sur Amari, j'en ai déjà parlé mais je vous redis un petit peu l'histoire de base.
On va suivre le personnage d'Amari, qui est une jeune fille de 13-14 ans qui est noire, qui vit dans un quartier défavorisé. Et en fait, Amari est à l'origine est dans un collège assez huppé parce qu'elle a eu une bourse, parce qu'elle est hyper intelligente et hyper douée. Mais ce qui se passe très rapidement, c'est qu'on apprend dans le 1 que son frère a disparu et tout l'objectif d'Amari, c'est de retrouver son frère. Et elle va découvrir, je sais même plus comment d'ailleurs, une invitation pour aller au bureau des affaires surnaturelles de la part de son frère. Et elle y va, et une fois qu'elle est rentrée là-bas, elle comprend ce que faisait son frère et qu'elle l'ignorait totalement, et elle décide de tout faire pour le retrouver. Donc le 1, en soi, c'est déjà une histoire qui est presque franchement, lisible que pour elle-même, sans souci. Là, j'ai attaqué le 2 parce qu'il est arrivé à la médiathèque. On démarre direct dans le vif du sujet, ça part tout de suite, il n'y a pas de... On se casse pas la tête, on vous fait des rappels très rapides au début sur ce qui s'est un peu passé dans le 1, mais vraiment c'est assez rapide, mais moi ça m'a suffi parce que j'ai lu le 1 il n'y a pas longtemps. Et puis on part direct à fond dans l'histoire et dans la suite de l'histoire. Donc pour le moment j'ai lu 100 pages, je vous dis ça se lit tout seul. J'aime beaucoup le personnage d'Amari, je trouve que c'est vraiment une petite fille, enfin une jeune fille parce qu'elle est plus si petite que ça, elle a 14 ans, qui est vraiment très attachante, qui est vraiment très particulière, qui à la fois fait pas plus mature que son âge, elle a 14 ans et je trouve qu'elle est bien écrite pour un personnage de 14 ans, on n'est pas sur du faux 14 ans, genre j'écris un adulte et je fais genre il a 14 ans, ce qui me déplaît un peu, mais elle n'est pas non plus dans les travers des pré-ados relous, ce qui est très très bien, elle est bien équilibrée. Je suis désolée si je parle du nez, hein, mais là c'est un peu compliqué. Ses amis sont très chouettes aussi, enfin bref, j'aime beaucoup cet univers. Après, j'avoue que j'étais un peu déstabilisée par le fait de partir aussi vite dans l'histoire, et en même temps, j'ai envie de dire, pourquoi faire des atermoiements inutiles. Bon, voilà. Donc, il y a 500 pages à lire, raison de 100 pages pour entre une demi-heure et 45 minutes, ça devrait se lire très très vite. Voilà, donc ça c'est la lecture en cours que je vais terminer, je pense, demain, idéalement, si c'est possible. J'aimerais également terminer, enfin il faut que je termine ce week-end Love on the Brain de Ali Hazelwood. Il me reste une centaine de pages, un petit peu plus d'une centaine de pages. Franchement, ça se lit très vite, c'est juste que là j'étais tellement pas bien que lire en français c'était galère. Lire en français c'était déjà galère, mais alors lire en anglais c'était mort. Franchement, mon cerveau était pas du tout apte à ça. Et puis je devais absolument terminer mon défi lecture, donc je l'ai un peu mis en pause. Après je voulais terminer Clara et le soleil parce que je voulais pas que ça traîne non plus sur trop longtemps, donc voilà. Mais je vais le reprendre ce week-end. Mon objectif, très sincèrement, c'est de lire à Paris sur la journée de demain. Et au pire, le terminer samedi dans la matinée et finir celui-ci ce week-end parce que mercredi, il y a le live. Tout ce que je peux vous en dire à l'heure actuelle, c'est que c'est une romance, très clairement. C'est vendu comme une romance, mais c'est une romance que j'aime beaucoup et je pense que si vous me suivez un petit peu, vous savez à quel point c'est assez exceptionnel pour être souligné. Pourquoi ? Parce qu'on a des personnages qui sont très attachants, parce qu'on a tout, enfin il y a la romance, mais tout ne tourne pas autour de ça, il y a un fond. Il y a des plaisanteries, il y a des réflexions féministes, il y a des réflexions sur plein de sujets. Je vous en reparlerai parce que là je le fais très mal et que je voudrais aller assez vite parce que je suis un petit peu éclatée. Mais franchement, j'aime beaucoup, très sincèrement, et j'en suis la première étonnée. Alors, je peux pas vous dire, si je l'avais lu en français, est-ce que j'aurais autant apprécié ? Parce que je pense que l'anglais et la VO ajoutent ce petit niveau de difficulté qui fait que du coup il y a un petit challenge et que voilà, ça rend la chose un peu plus peut-être ça rajoute un peu le piquant qui me manque en général dans les romances, mais je n'en suis pas sincèrement sûre parce que vraiment j'adore les personnages et j'adore l'univers et j'adore les échanges et voilà. Mais je vais pas trop en parler parce que j'aimerais vraiment garder mon avis pour le live et qu'on en parle en live, quitte après à en reparler en point lecture. Bref, donc vous voyez que là, j'ai Amari, j'ai Love on the Brain et j'aimerais enchaîner sur l'épée de l'ancillaire que je dois lire depuis un mois. Et je suis aussi en parallèle sur liseuse dans Le Moineau de Dieu de Mary Doria Russell, qui est très particulier, mais je vous en reparlerai, je pense, la semaine prochaine, parce que là, je pense que ça va être assez long, j'avais plein de lectures à rattraper, donc la semaine prochaine, comme je l'aurai probablement pas terminé, je vous ferai le résumé et je vous en parlerai. J'en suis là à l'heure actuelle au chapitre 13, ce qui doit faire 30% je pense du livre, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai le temps d'en reparler sans être à la bourre. Et voilà. Normalement, demain, je conclus le vlog, je l'espère, sur la fin d'Amari.
Et puis on se retrouve, du coup, le reste des lectures, ce sera la semaine prochaine. J'espère que je suis assez claire et tout ça, parce que je vous jure que mon cerveau, très concrètement, est liquide à l'heure actuelle et que c'est très compliqué. Donc bon, je fais avec, mais c'est pas évident. Donc je vous laisse pour ce soir et on se retrouve demain pour conclure ce vlog. À demain. Et recoucou, on se retrouve, on est vendredi, je viens clôturer alors que la journée n'est pas terminée parce qu'aujourd'hui je n'ai pas lu. J'ai fait plein de trucs mais j'ai pas lu. Donc comme ça va pas, ma journée va pas être révolutionnée, que je vais sûrement plutôt lire ce soir mais que j'aurai la flemme de clôturer ce soir, eh bien je préfère le faire maintenant, c'est pas grave. On reparlera d'Amari du coup dans le prochain vlog et puis c'est tout, hein. Rien de dramatique. Donc voilà, j'ai tourné, sinon, petite info avant de vous laisser, j'ai tourné un book haul qui sortira, qui est déjà sorti du coup pour vous, et lundi il y a ma palle du Shiny Spring Challenge organisée par Flowfly qui sort, et normalement c'est pas tourné mais ça devrait l'être ce week-end. Mercredi je vous fais une vidéo spéciale recommandation d'autrice. Je pense faire ça sous un format celles que j'ai lues et que je vous recommande, les sagas ou des ouvrages particuliers, et celles que j'aimerais découvrir. Voilà, je pense que je vais faire ça comme ça, mais j'ai pas encore préparé la vidéo, je l'ai pas du tout tournée, donc on verra comment ça se présente d'ici mercredi. Sinon, ce week-end, j'essaierai de filmer ça. Je vais récupérer mes 2 précommandes de chez De Saxus. Oui, j'ai fait 2 précommandes. Oui, je sais. J'ai pas résisté. C'était le Prieuré de l'Oranger que j'ai adoré. J'ai pas pu résister à me prendre la très belle édition parce que je pense le relire. Et j'ai pas résisté, encore moins évidemment, à me prendre le préquel. Donc voilà où on en est. C'est pas grave, j'irai, je pense, les chercher demain. Donc c'est tout pour ce vlog, ça me semble déjà pas si mal parce que j'ai commencé à le monter, donc on est autour de l'heure de vlog, donc on reprend les bonnes vieilles habitudes. Et puis voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!